Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Une affaire de fraude fiscale, deux conflits sociaux qui s'éternisent en France, à Besançon et à Fos-sur-Mer, l'incendie probablement criminel d'un CES moderne à Nice, ce sont les points de repère dans l'actualité de ce lundi en France. Nous allons voir tout cela en détail. Mais je vous propose de commencer par la bombe John Dean. Les téléspectateurs américains devaient être nombreux cet après-midi à l'heure française devant leur poste pour ne pas manquer la grande scène télévisée du scandale Watergate. Il y aurait, disait-on, de la dynamite dans les déclarations de M. John Dean, l'ancien conseiller juridique de la Maison-Blanche, sur l'affaire d'espionnage du quartier général des élus démocrates. On avait même retardé son audition devant la commission sénatoriale pour que le sommet Nixon-Brejnev ne soit pas troublé. En définitive, John Dean n'a certes pas été tendre pour le président Nixon, mais la preuve reste à faire de la culpabilité du chef d'État américain. Parlant d'une voix grave et lente, M. John Dean, qui s'était fait accompagner par ses deux avocats et son épouse, a fait une déclaration préliminaire au début de sa déposition qui sera suivie de 2 ou 3 jours d'interrogatoire et de contre-interrogatoire. En ce qui concerne le président des États-Unis, a dit M. Dean, je suis profondément convaincu que s'il est vrai que le président a été impliqué dans cette affaire, il n'a à aucun moment compris ou mesuré les conséquences de son implication, et je crois que lorsque les faits seront rendus publics, le président sera pardonné. John Dean, 34 ans, a fait cette déclaration devant une salle comble sous les projecteurs des caméras qui diffusaient son témoignage à des millions de téléspectateurs américains, mais aussi du monde entier, puisque ces images que vous voyez nous ont été retransmises par satellite par nos confrères américains. Le succès de Curiosité a donc été grand, mais dans cette affaire du Watergate, il est bien difficile de faire la part de ce qui est rigoureusement établi et de ce qui est seulement prétendu. On ne peut pas dire aujourd'hui que M. Dean a mis sérieusement en difficulté le président Nixon. Dans la suite de sa déposition, John Dean a surtout d'ailleurs attaqué M. Ehrlichman et Bob Haldeman, qui étaient, jusqu'à leur démission le 30 avril, et de plus proches conseillers du président Nixon. Il les a accusés non seulement d'avoir été à l'origine du scandale du Watergate, mais aussi d'avoir tenté d'étouffer l'affaire. Il a admis également avoir participé lui-même à ces tentatives d'étouffement de l'affaire qui se seraient déroulées, selon lui, dans le bureau de l'ancien ministre de la Justice, M. John Mitchell, lequel M. Mitchell pourrait être appelé lui aussi à comparaître. Après l'accalmie due au séjour de M. Brejnev aux États-Unis, raison d'État oblige, le Watergate nous promet peut-être encore quelques surprises, et il est certain que M. Richard Nixon, qui est resté pour quelques jours en Californie, regarde lui aussi les débats de la commission d'enquête à la télévision. En tout cas, pendant que l'ancien conseiller John Dean parlait à la télévision, M. Brejnev faisait ses adieux au peuple américain. Juste avant son départ pour Paris, la Maison-Blanche a publié le texte de l'accord commun qui met un point final aux entretiens Nixon-Brejnev. Les deux chefs d'État n'ont rien ajouté de plus précis, ils confirment leur volonté d'agir en faveur de la paix et de la sécurité dans le monde. Et ils enregistrent avec satisfaction les progrès accomplis en vue de faire aboutir la prochaine conférence sur la sécurité européenne. Cela dit, sans mésestimer l'importance des accords nucléaires signés à Washington, on retiendra sans aucun doute la forme donnée à la visite de M. Brejnev. Le secrétaire général du Parti communiste soviétique, jusqu'alors plutôt froid et sévère, a montré aux Américains un visage souriant et un tempérament enthousiaste et bon enfant. Les Américains ne sont pas prêts d'oublier ces images de Leonid Brejnev, un homme qui ne manque pas d'humour, qui a su introduire ce qu'il fallait de cordialité, de décontraction dans ce sommet historique avec le président Nixon. Pour séduire l'Amérique et l'inciter à coopérer avec son pays, Leonid Brejnev s'était montré sous un jour nouveau, plein d'assurance. Il ne ressemblait en rien au Brejnev des années 60, qui, comme les autres dirigeants soviétiques, paraissait triste et réservé. Mais qui est M. Brejnev? Comment a-t-il gravi tous les échelons du pouvoir, lui qui est né en 1906 en Ukraine dans une famille d'ouvriers? Eh bien, il faut tout d'abord dire que M. Brejnev n'a rien d'un libéral, au contraire même, car il a été à l'école de Staline. Il a occupé son premier poste important au sein du parti en 1939, à une époque où il fallait donner des preuves de fermeté et de vigilance pour entreprendre une carrière politique. Pendant la guerre, il était commissaire politique sur le front d'Ukraine, c'est-à-dire qu'il veillait à la pureté idéologique des officiers. Il entretient toujours d'excellents rapports d'ailleurs avec les chefs militaires soviétiques. Et puis, toujours sous Staline, ce fut une carrière exemplaire.
chef de parti dans 2 régions en Ukraine, la Moldavie et le Kazakhstan, Brejnev entre au comité central, c'est-à-dire l'instance suprême du parti, en 1957. Et c'est alors que son ascension dans l'oligarchie régnante s'accélère. Président de l'Union soviétique en 1960, il attendra 4 ans l'événement qui devait marquer le tournant de sa carrière. Le 15 octobre 1964, Nikita Khrouchtchev est évincé. Brejnev prend sa place de premier secrétaire du parti. Peu à peu, il impose son autorité, élimine ses adversaires et gagne en puissance. On le voit bien en 1966, lorsqu'il est le véritable interlocuteur du général de Gaulle à Moscou, alors que son nouveau titre de secrétaire général du PC soviétique n'est pas encore reconnu sur le plan international. Mais il lui faudra attendre le 24e congrès, en avril 1970, pour connaître sa véritable consécration. Il apparaît alors comme le numéro 1 incontestable et incontesté, et les 6000 délégués ne s'y trompent pas, qui lui font une véritable ovation. Et puis, c'est la consécration sur le plan international. C'est lui qui représentera son pays à toutes les rencontres au sommet qui ont marqué la vie diplomatique de ces 3 dernières années. Il est l'interlocuteur du président Pompidou en Union soviétique en octobre 70, avant de se rendre en France l'année suivante, où le public parisien devait l'acclamer sur les Champs-Élysées. C'est encore lui qui, en août 70 à Moscou, préside à la signature du traité germano-soviétique par le chancelier Willy Brandt. Les 2 hommes devaient se rencontrer à nouveau en mai 1973 à Bonn. C'est toujours Léonid Brejnev que l'on retrouvera face au président Nixon en Russie d'abord en 1972, puis aux États-Unis ces jours derniers. Un Brejnev qui déclare aux sénateurs américains « Je parle au nom de Kosygin et de Podgorny », autrement dit « Je décide, je suis le maître de l'Union soviétique ». Monsieur Brejnev est attendu à Paris vers 11h30 ce soir. Vous verrez, je pense d'ailleurs, les images de son arrivée à Orly à 24 heures dernière. Les entretiens de monsieur Brejnev avec le président Pompidou commenceront demain matin au château de Rambouillet. On s'attend à ce que le premier soviétique donne un certain nombre d'assurances au président français sur la nature exacte des accords signés aux États-Unis, notamment en ce qui concerne l'autorité et l'influence éventuelle des 2 super grands sur la nouvelle Europe unie. Et précisément, à ce propos, M. Kissinger, le principal conseiller du président Nixon pour la politique étrangère, a tenu tout à l'heure une conférence de presse, et vous allez voir que ses propos sont particulièrement rassurants. Selon M. Kissinger, la coopération croissante entre l'Union soviétique et les États-Unis ne mènera jamais à une domination à 2 des superpuissances, États-Unis, Union soviétique, sur les affaires du monde. Ceci est évidemment destiné, je pense, à rassurer l'Europe, et le président Pompidou notamment. D'autre part, à l'adresse de Pékin, M. Kissinger a dit qu'une attaque soviétique contre la Chine populaire serait une claire violation de l'accord sur la prévention de la guerre nucléaire. Vous voyez que ces déclarations sont importantes et qu'elles sont manifestement destinées à apaiser, disons, le malaise qui pouvait régner après les accords passés entre le président Nixon et M. Brejnev. Comme le révèle aujourd'hui l'hebdomadaire Le Point, les services du ministère des Finances et la police sont bien en train d'enquêter en France sur une importante affaire de fraude fiscale. M. Giscard d'Estaing en a donné confirmation dans une conférence de presse ce matin, tout en affirmant qu'un certain nombre de faits avaient été exagérés. Mais avant d'entendre le ministre des Finances, voyons, Patrice Duhamel, ce que l'on sait sur cette affaire dans laquelle seraient compromis des dirigeants d'entreprise et des agents du fisc. Eh bien, tout a commencé dans cette affaire à la manière d'un véritable roman policier. Le 24 septembre 1971, le procureur de la République de Paris reçoit 2 lettres de dénonciation de 2 conseillers fiscaux, messieurs Janin et Jacquin, qui s'accusent mutuellement de fraude fiscale et de tentative de corruption de fonctionnaires. C'est ce règlement de compte qui va faire démarrer l'affaire. L'enquête immédiatement engagée par la Direction générale des impôts va permettre de remonter la filière de la vaste organisation montée par les 2 hommes. Le premier, M. Yves Jacquin, un ancien avocat, maintenant réfugié en Suisse, était à la tête d'une société d'études fiscales, la SOCEFI. Il proposait à un certain nombre d'entreprises de leur obtenir une réduction substantielle des droits de patente, moyennant bien sûr une rétribution qui était fonction du bénéfice réalisé. 214 entreprises, dont certaines très importantes, auraient été en relation avec cette société. Le deuxième homme, M. André Janin, un ancien inspecteur des impôts de Marseille, déjà compromis dans une affaire pénale, dirigeait, lui, un cabinet qui sous-traitait les affaires de son associé. Et c'est ici, à l'adresse
de ce cabinet fiscal au numéro 8 de la rue de Richelieu dans le 1er arrondissement à Paris que certaines entreprises, une soixantaine sur les 214, avaient transféré leur siège social pour faciliter donc cette opération de fraude fiscale. C'est par exemple le cas d'une entreprise de Marseille, a révélé ce matin M. Valéry Giscard d'Estaing. Voilà donc les faits. Cette affaire, bien sûr, n'a pu se développer qu'avec la complicité d'inspecteurs des impôts. À la suite de l'enquête, il y a tout juste un an, 2 d'entre eux ont été révoqués et l'un d'eux, M. René Piquet, également inculpé, exerçait ses fonctions dans le 17e arrondissement de Paris, où siégeait justement la SOCEFIS, cette société d'études fiscales. De la Direction générale des impôts, qui a déposé en février 1972 une plainte contre X pour fraude fiscale et complicité, le dossier a été très vite transmis au ministère de la Justice. Il sera maintenant instruit par le juge Marcel Demondion, déjà chargé de l'affaire Degas. À ce propos, certains ont cru voir dans la simultanéité de la découverte de ces deux affaires, fin 71, et dans le fait que l'on ait choisi pour juger ces deux affaires le même juge d'instruction, ont cru voir la preuve qu'il existait un lien étroit entre ces deux dossiers. Mais M. Degas, que nous avons pu joindre dans l'après-midi, nie formellement toute participation à cette nouvelle affaire de fraude fiscale. M. Giscard d'Estaing, je vous le disais, a donc confirmé ce matin l'enquête de ses services sur ce que l'hebdomadaire Le Point appelle l'affaire Jeannin. Le ministre a rappelé que la chasse à la fraude fiscale sous toutes ses formes est implacable depuis plusieurs années en France. En 1970, a-t-il dit, il y avait eu 61 plaintes déposées par le ministère des Finances. En 1971, il y en a eu 154. Et en 1972, on en a dénombré 319. Vous remarquerez la progression. Puis, M. Giscard d'Estaing a fait une mise au point en ce qui concerne le nombre d'inspecteurs des impôts qui seraient mis en cause. Le Point a parlé d'une centaine d'agents. Selon M. Giscard d'Estaing, il ne serait que 2 dans cette affaire Jeannin. Écoutons-le. Je crois qu'un journal a parlé de centaines d'inspecteurs des impôts, un autre a parlé de 133 inspecteurs des impôts. Quels sont les chiffres? Dans l'affaire Degas, il y a eu 3 inspecteurs des impôts compromis et sanctionnés. Dans celle dont nous parlons aujourd'hui, il y a 2 inspecteurs des impôts, soit au total 5 inspecteurs des impôts sur des effectifs de vérificateurs à ce niveau qui sont à l'heure actuelle supérieurs à 10 000. Donc il faut voir que nous poursuivons avec rapidité, énergie, les actions de cette nature. Il ne faut pas en tirer des conclusions injustes et excessives concernant l'activité de ces inspecteurs des impôts, puisque je répète que ces 2 affaires ont conduit à en sanctionner 5 sur un total qui est supérieur à 10 000. Qu'est-ce qui explique peut-être que certains journaux ont imaginé qu'il y ait des centaines, ou mettons 133 inspecteurs des impôts concernés par une opération de cette nature? C'est que nous avons pris une précaution. Cette précaution a consisté, puisqu'il s'agissait d'une fraude sur la patente, et qu'on sait que la patente est un impôt local, nous avons voulu vérifier que les entreprises qui avaient bénéficié de cette fraude sur la patente dans le secteur en question, mais qui pouvaient avoir des établissements ailleurs, que ces entreprises n'avaient pas bénéficié ailleurs des mêmes avantages. Et l'administration a donc procédé à la vérification du paiement de leur patente dans l'ensemble des circonscriptions administratives où cette entreprise avait d'autres établissements. Et c'est ce qui a pu peut-être donner l'impression qu'il y avait ailleurs des activités de même nature. Or, je tiens à vous dire que l'enquête qui a été faite très complètement, a abouti à une conclusion négative. Les fraudes en question sont restées localisées dans le secteur des 2 inspecteurs des impôts dont je parle, et ailleurs, au contraire, nous n'avons pas constaté l'existence de même connivence ou de même front. Vous nous pardonnerez, je pense, le petit incident qui a retardé l'apparition de M. Giscard d'Estaing sur l'écran. J'apprends qu'un accord améliorant les conditions de la pré-retraite a été signé ce soir entre le CNPF, le patronat et les organisations syndicales. 2500 salariés rejoignent ainsi les 28 500 qui bénéficiaient, vous le savez, depuis mars 1972, de la possibilité de partir plus tôt à la retraite. Ils percevront 70% de leur salaire jusqu'à l'âge légal de la retraite, c'est-à-dire 65 ans. 2500 salariés, donc, sont intéressés par cette nouvelle. C'est en qualité d'élu du département du Doubs que M. Edgar Faure a reçu aujourd'hui à la préfecture de Besançon des délégués du personnel des usines LIP. Le maire de Pontarlier a réaffirmé qu'il fallait trouver rapidement une solution transitoire. C'est vendredi, je vous le rappelle, que le tribunal de commerce doit prendre une décision sur le dépôt de bilan de la société. En attendant, un vaste mouvement de solidarité avec les grévistes de LIP s'est instauré à Besançon, comme en témoigne notre envoyé spécial Daniel Duigou. Une citadelle, forte de murs et de tours, une protection, une sécurité, quel contraste avec LIP,
Cette société qui était la fierté de la ville et qui est maintenant symbole de fragilité, d'inquiétude. Plus d'1 millier d'employés, tous de la région, ne savent plus ce que sera demain. Actuellement, c'est l'attente du jugement que donnera vendredi le tribunal de commerce de Besançon après le constat de faillite de la société. Les ouvriers ont le moral, malgré la fatigue qui commence à peser. Ils tiennent le coup grâce aux marques de sympathie et de solidarité qui affluent de toutes parts. Il y a d'abord les gens qui achètent des montres. Certes, ils font de bonnes affaires, mais ils déclarent que leur achat va aussi aider les ouvriers, et c'est pour eux tant mieux. Il y a aussi les centaines de lettres d'encouragement des comités d'entreprise. Et puis, il y a les habitants de Besançon qui se sentent également partie prenante de l'affaire LIP. Pour eux, si LIP meurt, c'est Besançon qui perd son âme. Même les horlogers de Besançon avouent comprendre la situation, malgré que depuis une semaine, ils ne vendent pratiquement plus de montres. Enfin, les représentants des pouvoirs publics ne cachent pas leur sympathie, à commencer par la mairie qui a été la première à acheter une montre, et ce matin, messieurs Bouloche et Schwint, tous deux parlementaires du Doubs, ont adressé la parole aux ouvriers. Monsieur Rocard, du Parti socialiste unifié, est également venu aujourd'hui à l'usine, et c'est enfin monsieur Edgar Faure qui a reçu une délégation des travailleurs. Ce sont des travailleurs franc-comtois, et c'est un personnel extrêmement sérieux, et dont l'attitude est digne de considération et d'estime. Depuis 70 jours, ils sont dans l'ignorance de leur avenir. C'est très grave pour des travailleurs de savoir ce que sera leur emploi, de ne pas être au courant, d'avoir l'impression que tout se passe en dehors, derrière eux, et qu'on veut les court-circuiter. Ils n'ont pas du tout l'ambition ni la prétention de gérer l'affaire. Ils ont reconnu avec beaucoup de bon sens que dans l'état actuel des choses, ils n'étaient pas capables de sauver eux-mêmes une affaire que l'économie dite capitaliste n'avait pas pu maintenir. Mais en même temps, ils insistent sur le fait qu'ils ont droit à une réponse, qu'ils ont droit à un traitement humain, ce qu'ils n'ont pas eu jusqu'ici en effet. À Fos-sur-Mer, le conflit est toujours dans l'impasse. Sur les chantiers du complexe sidérurgique, les ouvriers ont décidé la poursuite de leur grève et ils envisagent également une marche sur Paris, jeudi prochain. Le point sur ce conflit à Fos-sur-Mer. En fait, Fos a 6 mois d'avance. Sur le plus grand chantier d'Europe qui emploie encore aujourd'hui près de 15 000 ouvriers du bâtiment, les travaux seront terminés pour l'essentiel avant la fin de l'année. Dans 6 mois, 10 000 travailleurs se retrouveront sans emploi. La majorité d'entre eux n'est pas originaire des Bouches-du-Rhône. Un tiers est composé de travailleurs immigrés, les autres viennent de tous les coins de France. En règle générale, c'était des travailleurs itinérants pour certains, mais à ces travailleurs-là, on leur a promis, pour les faire venir à Fos, qu'il y aurait du travail pendant 10 ans sur Fos. Et effectivement, il peut y avoir du travail pour eux pendant 10 ans à Fos, à condition de débloquer un certain nombre de crédits. Le 19 juin, la CGT décide de passer à l'action. Elle lance un mot d'ordre de grève sur les chantiers de la Solmer. Des piquets de grève s'installent, des barrages sont dressés sur les routes, ce qui entraîne des heurts entre grévistes et gendarmes mobiles. La veille, Georges Ségui est venu à Fos. Il a réclamé la création d'un organisme paritaire spécial ayant tout pouvoir de décision pour résoudre les problèmes sociaux de la zone industrielle. Cet organisme serait composé non seulement de représentants de l'État, des employeurs et du port autonome, mais également de représentants des syndicats et des collectivités locales. 3 jours plus tard, à Nîmes, M. Georges Gorce, ministre du Travail, se déclare lui aussi préoccupé par cette question. Une réunion à laquelle participeront des représentants des pouvoirs publics se tiendra le 3 juillet prochain. Nous considérons que cette réunion du 3 juillet n'apportera absolument rien du fait que les travailleurs sont absents de cette réunion. Ce que nous souhaitons, ce que nous exigeons, et c'est pourquoi les travailleurs se battent, c'est qu'il y ait un organisme où les travailleurs soient représentés, mais qui ait pouvoir de décision, car il y a 15 jours, lors du début du conflit, il y a eu une table ronde. Cette table ronde s'est terminée en queue de poisson du fait que le représentant des pouvoirs publics a affirmé qu'il n'était absolument pas habilité à discuter de ces problèmes douloureux des licenciements des travailleurs. Ce soir, la grève continue. Plusieurs milliers d'ouvriers se sont rassemblés tôt dans la matinée à l'appel de la CGT. À main levée, ils se sont prononcés en majorité pour la poursuite de leur mouvement. Le gangster Guy Reynaud a pratiquement sauvé sa tête. Après une semaine de débat devant la cour d'assises de Lyon, l'avocat général a réclamé tout à l'heure la réclusion criminelle à perpétuité pour celui qu'on a surnommé le dingue de la gâchette. Guy Reynaud répondait de 2 meurtres, d'une série d'agressions à main armée et de plusieurs hold-up commis notamment au casino de Charbonnières et dans un supermarché de Villeurbanne. C'est sans doute aux conclusions des psychiatres que Guy Reynaud doit ce réquisitoire relativement clément. Les experts ont vu en lui un être inadapté, quoique doté d'une intelligence normale.
On attend le verdict d'un moment à l'autre. L'incendie qui a entièrement détruit un CES de Nice, un lycée de Nice la nuit dernière, pourrait être un acte criminel. En effet, il semble bien que le feu se soit déclaré simultanément aux deux extrémités du bâtiment, qui était vide, heureusement, à cette heure-là. Je disais, un lycée, en fait, c'est bien d'un CES qu'il s'agit à Nice. Ce sinistre retient d'autant plus l'attention que le CES Henri Matisse était construit avec des matériaux identiques à ceux du CES Édouard Pailleron, dont l'incendie à Paris avait fait, vous vous en souvenez, 20 morts. C'est tout ce qui reste du CES Henri Matisse à Nice, quartier de Cimiez, qui a été entièrement détruit par un incendie la nuit dernière. Cet établissement de construction récente pouvait accueillir 630 élèves. Fort heureusement, aucune victime n'est à déplorer. L'incendie aurait été allumé par une main criminelle. En effet, les policiers ne manquent pas de faire le rapprochement entre cet incendie et celui qui a ravagé l'église des Mormonts dans la nuit de vendredi à samedi dans le même quartier de Nice et où un bidon d'essence avait été retrouvé sur les lieux. De plus, pour ce CES Henri Matisse, il a été établi que le feu s'est déclaré simultanément aux deux extrémités du bâtiment et les rares témoins du sinistre ont déclaré que ce feu a très vite embrasé la totalité des 3 étages de l'établissement. Pendant plus de 2 heures, les pompiers ont combattu l'incendie, des tonnes d'eau ont été déversées sur le bâtiment, mais rien n'y fit, tout a été détruit, les salles de classe comme les locaux administratifs. Disons pour terminer qu'en fin d'après-midi, on apprenait que Maître Borker, défenseur de l'association des victimes du CES Édouard Pailleron de Paris, devait arriver dans la soirée à Nice pour enquêter. Oui, alors en ce qui concerne l'incendie de Nice, acte de malveillance, coupable ou acte criminel, finalement, aux toutes dernières nouvelles, on n'en sait trop rien. Les autorités refusent en tout cas de se prononcer trop tôt. L'incendie d'un bar dans le quartier français de la Nouvelle-Orléans aux États-Unis a eu la nuit dernière des conséquences infiniment plus dramatiques. Dans les flammes qui se sont propagées à une vitesse inouïe, une trentaine de consommateurs sont morts brûlés vifs. Et là aussi, on parle d'incendie criminel. D'après les premiers éléments de l'enquête, le feu semble avoir été déclenché par 2 hommes. Chassés du bar, ils y seraient revenus avec des bouteilles d'essence qu'ils auraient enflammées dans les escaliers. L'établissement, situé au premier étage d'un immeuble centenaire et en bois, était bondé ce soir-là. Des barreaux de fer obstruaient les fenêtres et seuls des clients assez minces ont pu passer à travers ces ouvertures. D'autres ont trouvé l'escalier de secours, mais pour beaucoup, le bar est devenu en quelques secondes un tombeau. L'incendie, qui s'est développé avec une extrême rapidité, a été particulièrement violent. Seule la rapide intervention des pompiers a empêché que le feu ne se propage à tout le bloc d'immeubles. Il n'a fallu en effet aux sauveteurs qu'un quart d'heure à peine pour venir à bout des flammes. Lorsqu'ils ont pu pénétrer dans les décombres du bar, ils ont trouvé une trentaine de cadavres entassés devant les fenêtres de l'établissement. Des centaines de touristes qui se promenaient dans les rues pittoresques de ce vieux quartier ont été les témoins impuissants du sinistre. Une vingtaine de personnes ont été blessées au cours de la bousculade dans les escaliers de secours. Il a fallu plus de 3 heures pour retirer les cadavres dont l'identification s'annonce difficile. Tout autre chose. Décidément, le nageur solitaire Daniel Mainguy ne parviendra jamais à traverser la Manche. Comme ses 2 premières tentatives, la 3e a été un échec. Mainguy, à bout de force, a abandonné à une dizaine de kilomètres seulement de Cherbourg. Il n'a pas dit s'il avait l'intention de recommencer. Il est inutile, je pense, de vous rappeler que les vacances approchent, mais si vous êtes encore hésitant sur la manière de les passer, voici une idée originale. On accueille dans le Rouergue des citadins qui ont besoin d'air pur et qui veulent retrouver ou découvrir les plaisirs de l'artisanat local, tissage, poterie ou sculpture, appelons ça le travail manuel éducatif et distrayant. Vous vous ennuyez sur une plage? Ces vacances sont pour vous. Venez en Aveyron. Potiers, graveurs, sculpteurs et bien d'autres vous attendent pour vous initier ou vous perfectionner dans la discipline de votre choix. Le prix du stage est d'environ 20 francs par jour. Hébergement et nourriture non compris. Poterie à Montbazin avec Patrick Delozovitch. Au début, on est très directif parce que les gens ne savent pas exactement ce qu'ils font et ensuite, on les lâche petit à petit. Enfin, on est toujours là pour leur donner une idée de forme, etc. Mais au bout de 5-6 jours, en principe, les gens peuvent voler de leurs propres ailes. Les doigts doivent être un peu courts, pas avoir les doigts tendus.
beaucoup de contacts entre les stagiaires et vous? Oui, beaucoup de nos stagiaires deviennent des amis. Parce qu'on vit 15 jours pleinement avec eux. À Pérus-le-Roc, petit bourg d'une centaine d'habitants, le sculpteur Henri Verne forme des stagiaires depuis 8 ans. Qui sont-ils? Ils viennent de tous les horizons, ils ont tous les âges. Madame, que faites-vous, monsieur Moore? Je suis retraité de l'éducation nationale. Comment est l'ambiance entre les stagiaires? Elle est extraordinairement amicale. Il n'y a ni état civil, ni métier. Nous ne savons pas nos noms de famille, nous ne connaissons pas nos métiers. Enfin, si nous nous retrouvons d'année en année, mais les nouveaux, on ne leur demande jamais qui êtes-vous, que faites-vous, où allez-vous, êtes-vous marié, célibataire, enfin jamais, rien. Bien, je suis ménagère, enfin je reste à la maison, j'élève mes enfants. Et vous avez décidé d'amener votre fille avec vous? Oh oui, je pense que c'est un contact entre mère et fille qui est extraordinaire. Quel âge avez-vous, mademoiselle? J'ai 16 ans. Et vous aimez mieux passer des vacances ici que sur une plage? Bah oui, alors faire du recto verso pendant 2 mois, ça me plaît pas. Je fais connaissance avec les personnes plus âgées. Je trouve ça extraordinaire. Et fini les complexes, mesdames. Vous en saurez bientôt autant que votre mari sur les voitures, grâce au garagiste de Montbazin, monsieur Pourcel, qui inaugure cette année un stage de mécanique. Pour l'instant, j'ai 24 inscrits pour les 2 mois à venir, quoi. Mois de juillet et août. Des hommes ou des femmes? Moitié de chaque. Ça vous passionne la mécanique, mademoiselle? Mais pour le moment, je comprends pas grand-chose. Ben, enfin, j'espère que ça viendra. Je sais pas, je vois plein de trucs là, puis c'est tout. Mais enfin. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire ce stage? Oh, ben c'est bien simple. Quand on a une voiture, on veut savoir au moins qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et que quand on tombe en rade sur une route, qu'on n'ait pas toujours à faire appel aux hommes. Mais le travail n'est pas tout. Vous êtes d'abord en vacances. Et le sculpteur Fernand Brassac ne l'oublie pas. Le soir, nous monterons un petit podium et puis nous ferons la java et puis nous ferons, pour les amuser, pour les distraire. Et, nous ferons le michoui avec des plats du pays, le stockfish que nous avons ici qui est très renommé, que monsieur doit connaître, le stockfish, les tripous, le jambon de Najac, etc. Enfin, c'est-à-dire que quand même, qu'ils aient quand même en même temps que l'initiation qui se rappelle un peu de notre pays, de notre coin ici, je crois que ce n'est pas à dédaigner. Voilà, entre le travail, les promenades et les réunions du soir, vous n'aurez guère le temps de vous ennuyer. Et vous aurez au moins, en rentrant chez vous, la satisfaction d'avoir appris quelque chose. Nous voilà en appétit en tout cas. Pas d'autres nouvelles, je vous rappelle que M. Brejnev est attendu vers 11h30 ce soir à Paris. Les images de son arrivée à Orly dans 24 heures dernières qui vous sera présentée vers 23h30. Passez tous d'ici là une excellente soirée.